Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir Cyril Trépied, auteur d'un ouvrage fort savant qui s'appelle Géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne. Nous sommes en ce moment au cœur du sujet. Je vais lui demander de présenter la question catalane et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Cher ami, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Renouvin. Merci beaucoup à la Nouvelle Action Royaliste pour son invitation. C'est un grand honneur d'être avec vous ce soir et d'intervenir après une longue cohorte d'intervenants très prestigieux, parmi lesquels j'ai l'honneur de compter quelques amis. Donc, je travaille sur l'indépendantisme en Catalogne depuis bientôt 10 ans, qui sont passés très vite, sous l'angle géographique et sociologique, puisque j'ai soutenu fin 2011 une thèse sur l'indépendantisme en Catalogne, sur la géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne, du point de vue géographique et du point de vue sociologique, avec donc les universités de Paris 8 et de Barcelone. Alors, tout d'abord, quelques mots pour dire ce qu'est pour moi l'indépendantisme. Ces mots, ils vont peut-être paraître décalés aujourd'hui, après toutes les péripéties entourant l'indépendantisme catalan, péripéties qui, je vous rassure, peuvent se poursuivre largement. Mais pour moi, et je crois profondément que c'est encore valable aujourd'hui, être indépendantiste, catalan, basque, galicien, corse, écossais, c'est vouloir l'indépendance, bien sûr, mais pas nécessairement dans n'importe quelle condition. Et ça reste valable aujourd'hui en Catalogne, peut-être encore plus qu'auparavant. C'est s'inscrire dans une évolution qui peut se poursuivre. Les indépendantistes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement d'anciens nationalistes modérés. Il y a de multiples trajectoires qui ont pu aujourd'hui mener à la revendication de l'indépendance. Et ces multiples trajectoires peuvent conduire à des multiples visions de ce que pourrait être une Catalogne indépendante. On reste dans l'hypothèse sur ce que pourrait être un État catalan, sur quoi faire une fois l'indépendance obtenue, parce que, en général, en Catalogne, le débat porte non pas sur précisément ce qu'on veut faire une fois l'indépendance obtenue, mais sur pourquoi l'État espagnol ne nous laisse pas décider de notre avenir institutionnel. Ça veut dire que être indépendantiste catalan, mais on pourrait étendre le raisonnement à d'autres mouvements indépendantistes en Europe de l'Ouest, c'est pas nécessairement être de gauche, de droite ou du centre, parce que vouloir l'indépendance, ça ne détermine pas en soi le modèle de société que l'on veut pour une société devenue indépendante. J'ajoute que les deux axes de la vie politique catalane, l'axe Catalogne-Espagne, qu'on appelle l'axe national, mais aussi l'axe idéologique, qui va de la droite à la gauche, restent tous les deux aussi pertinents l'un que l'autre, et que l'axe national n'a pas aujourd'hui remplacé l'axe droite-gauche, alors que pour de nombreux indépendantistes catalans, l'un a pris le pas sur l'autre et vouloir que la Catalogne reste en Espagne, c'est être à droite, et certains diront très à droite, et vouloir l'indépendance de la Catalogne, c'est par définition être très à gauche. Sauf que les deux partis, ce qui est devenu deux camps, malheureusement en Catalogne, comptent des personnes qui sont de droite ou de gauche. Il y a des gens de droite, de gauche et du centre qui s'opposent aujourd'hui à l'indépendance catalane. De même, il y a des gens de gauche, de droite et du centre qui souhaitent un État catalan. Alors une fois ces éléments dits, reste à déterminer quel territoire on veut. Les indépendantistes catalans, et ce ne sont pas les seuls, s'inscrivent dans le temps long.
dans le temps court, celui qui permet, et vous avouerez que c'est assez réussi, d'être au cœur de l'actualité et si possible de ne jamais la quitter, c'est la revendication du territoire correspondant aujourd'hui à la communauté autonome de Catalogne qui compte 7,5 millions de personnes. Mais ça n'empêche pas d'avoir des objectifs plus ambitieux sur un temps plus long. Et sur un temps plus long, un certain nombre d'indépendantistes catalans revendiquent au moins comme nation culturelle et pour certains comme nation politique un ensemble qu'ils appellent les pays catalans et qui correspond peu ou prou à l'extension de l'ancien royaume d'Aragon dont plusieurs comtes de Barcelone ont ceint la couronne, mais il n'y a jamais eu de royaume catalan à proprement parler. Ces différents territoires, ce sont le département français des Pyrénées-Orientales, ce qu'on appelle de plus en plus la Catalogne Nord, la frange orientale de l'Aragon, je vais le faire ici, la communauté autonome de Valence et la communauté autonome des Baléares. Le point commun entre l'ensemble de ces territoires, c'est évidemment la pratique de la langue catalane. D'où la revendication d'une nation culturelle et, dans certains cas, d'une nation politique. Pour le parti La Coupe, la candidature d'unité populaire, parti indépendantiste d'extrême gauche sans lequel M. Puigdemont n'aurait pas pu être investi président catalan en janvier 2016, les pays catalans, c'est clairement la nation politique, c'est clairement le réel objectif à long terme et le territoire sur lequel la souveraineté catalane doit s'exprimer. Et la Coupe, c'est le seul des trois partis explicitement indépendantistes présents jusqu'à récemment au Parlement catalan qui revendique haut et fort explicitement les pays catalans et pas seulement la Catalogne. Mais je vous rassure, les deux autres, le parti de M. Puigdemont, le parti ERC, y pensent assez régulièrement, y compris lorsqu'ils disent qu'aucun parti sérieux ne revendique tout cet ensemble. Ces pays catalans, dont la Catalogne, regroupe environ 14 millions de personnes. L'Espagne compte 17 communautés autonomes, donc pas 17 provinces, comme parfois malheureusement on le lit ou l'entend. Et surtout, il y a non pas un seul, mais plusieurs mouvements indépendantistes existants en Espagne. Bien évidemment, le mouvement indépendantiste catalan, dont on n'a jamais autant parlé, mais aussi un mouvement dont on a longtemps bien plus parlé que du mouvement indépendantiste catalan, le mouvement indépendantiste basque, en raison en particulier du mouvement terroriste ETA qui a existé pendant une si longue période, qui continue à exister même s'il a annoncé la fin de l'action armée en 2011, ce qui a renforcé le mouvement indépendantiste basque sur le plan politique, puisque précisément la revendication d'une indépendance du Pays basque cesse avec cette décision de l'ETA d'être uniquement ou principalement un problème policier pour devenir proprement dit un problème politique. Et puis il y a un mouvement indépendantiste en Galice, même si on en parle moins. Et cette carte en anamorphose correspond au nombre de députés que chaque communauté autonome compte au Congrès des députés de Madrid. Le parti qui gouverne le Pays basque, le parti nationaliste basque, est officiellement indépendantiste, mais suit une trajectoire très différente de celle du parti de M. Puigdemont en Catalogne, en laissant un autre parti, lui explicitement indépendantiste, revendiquer la sécession d'avec l'Espagne, et ce parti, le Parti nationaliste basque,
se présente comme un parti avant tout gestionnaire qui insiste sur tout ce qui peut être obtenu de l'État espagnol avant de parler d'indépendance. Encore une fois, être indépendantiste, ce n'est pas vouloir un État tout de suite dans n'importe quelle condition. En revanche, ce parti explicitement indépendantiste qui est Bildu a clairement soutenu le référendum catalan et quelques mois auparavant, pour la dernière fête nationale catalane qui a lieu chaque 11 septembre, en souvenir de la chute de Barcelone le 11 septembre 1714, eh bien, l'un des dirigeants de ce parti, M. Arnaldo Otegi, lui-même ancien membre de la vitrine politique de l'ETA, a défilé en tête de cortège pour cette fête nationale catalane. Donc l'appui au référendum catalan est plus qu'explicite. Avant la destitution de M. Puigdemont, il avait un point commun net avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, c'est que ni l'un ni l'autre n'avait obtenu, avec ses seules forces, avec les seules forces de son parti, en l'occurrence pour M. Puigdemont de sa coalition, mais disons de son parti, une majorité absolue dans son parlement respectif. M. Puigdemont ne l'avait pas obtenu avec 62 députés sur 135 au Parlement catalan lors des élections de fin de septembre 2015, et M. Rajoy n'avait pas non plus obtenu avec le Parti populaire de majorité absolue lors des élections de juin 2016, et vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu, enfin très certainement, qu'il y a eu 2 élections législatives espagnoles sur un temps court, faute en décembre 2015 et ensuite en juin 2016, faute de majorité absolue et faute pour M. Rajoy d'avoir pu être investi président après la première élection. Ça veut dire que ces deux dirigeants sont d'autant moins en position de négocier facilement, s'ils le souhaitent, qu'ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, ou ils n'avaient pas, pour M. Puigdemont, cette majorité absolue et donc les coudées franches. M. Rajoy a eu besoin, en particulier pour être investi président, de l'abstention de la plupart des députés du PSOE, mais aussi du vote favorable d'un parti né en Catalogne et clairement opposé au nationalisme catalan, à savoir Ciudadanos, qui est apparu en 2006 et qui est aujourd'hui le deuxième parti du Parlement catalan. Mais surtout, il faut se garder d'une personnalisation excessive dans la lecture qu'on peut avoir de la situation catalane et de la crise catalane. Parce que M. Puigdemont n'est pas l'incarnation, ou n'était pas, avant sa destitution, l'incarnation de tous les Catalans, parce qu'il y a une vraie diversité politique et sociale en Catalogne et un vrai clivage sur la question de l'indépendance entre Catalans, et pas seulement entre Catalans et Espagnols comme Barcelone le dit trop souvent. Et de la même façon, Mariano Rajoy n'est pas l'incarnation de tous les Espagnols, encore moins avec tous les scandales de corruption qui touchent son parti. À titre de rappel, M. Rajoy est le premier président du gouvernement espagnol à avoir dû, pendant l'un de ses mandats, répondre à la justice espagnole. Ça n'était rigoureusement jamais arrivé, et c'est dans le cadre d'une très grande affaire de corruption affectant le Parti populaire, qui s'appelle l'affaire Gürtel. Et non seulement Mariano Rajoy n'incarne pas tous les Espagnols, parce que ce n'est pas une figure de consensus à l'échelle de toute l'Espagne, mais il n'incarne pas non plus, et c'est vraiment très important à souligner, tous ceux qui, en Catalogne, s'opposent aujourd'hui à l'indépendance. On peut aujourd'hui se sentir
pleinement catalan et pleinement espagnol, s'opposer à l'indépendance et ne pas pour autant approuver la politique de M. Rajoy, que ce soit à l'échelle de la Catalogne ou à l'échelle de l'ensemble de l'Espagne. Et en particulier, on peut refuser à la fois M. Puigdemont quand il était au pouvoir et M. Rajoy en voyant deux artisans de l'austérité, respectivement, à l'échelle catalane et à l'échelle de l'Espagne. Donc il faut sortir d'une logique de bloc. Il faut d'autant plus sortir d'une logique de bloc que l'autonomie catalane, ça a été un rêve. Et pas seulement un rêve, une force de mobilisation puissante en Catalogne, sous le régime franquiste. Force de mobilisation puissante qui était indissociable comme aspiration vitale du retour de la démocratie à l'échelle de l'Espagne et du retour de l'Espagne comme membre de plein droit de la CE et au-delà de voir l'identité européenne des citoyens espagnols dans leur diversité reconnue par leurs partenaires européens, leurs frères européens. Et ces trois aspirations absolument indissociables sous le franquisme, elles étaient partagées, elles conduisaient à se mobiliser et donc à prendre de vrais risques personnels des Catalans très divers sur les plans politiques et social. Et aujourd'hui, vous avez ici une photo de la très grande manifestation du 11 septembre 1976, donc pour la fête nationale catalane. Ça a été la première fête nationale catalane légalisée, mais il y avait de vrais risques à participer à cette grande manifestation pour le retour de l'autonomie, parce que certes, Franco était mort à la fin de l'année précédente, mais tous ses partisans, et il y en avait un certain nombre en Catalogne, étaient eux bien actifs et pour une partie d'entre eux armés. Donc il y avait de vrais risques. Et parmi tous ceux qui ont participé à cette manifestation du 11 septembre 1976 à Barcelone, il y a aujourd'hui des gens qui revendiquent l'indépendance catalane, mais il y a aussi, et c'est très important de l'avoir en tête, des gens qui aujourd'hui s'opposent à l'indépendance catalane, tout en se sentant, encore une fois, catalans, tout en aimant profondément la culture catalane, tout en s'étant battus pour elle et en étant prêts à le faire encore, et tout en revendiquant, encore une fois, ce pourquoi ils s'étaient battus sous le franquisme, l'appartenance à l'Europe, la démocratie et l'autonomie catalane, la langue catalane, l'identité catalane, le drapeau catalan. Alors, excusez-moi, il y a une erreur que je n'ai pas... Le 23 octobre 2017, on a célébré l'anniversaire du discours historique du 23 octobre 1977, celui du président catalan de retour d'exil, un vrai exil, hein, un exil lié au franquisme, parenthèse fermée, donc celui de Josep Tarradellas, qui avait été président catalan dans la clandestinité en exil, et qui a eu ce discours très célèbre sur la Plaça Sant Jaume, donc qui réunit le palais de la Généralité de Catalogne et en face la mairie de Barcelone. Discours qui était « Citoyen de Catalogne, je suis revenu ». Ciutadans de Catalunya, estic aquí. Et le fait d'appeler les personnes qui étaient rassemblées sur cette place citoyens de Catalogne et non pas catalans, ça rappelait toute la diversité d'origine des personnes qui se sentaient catalanes
et qui avait contribué à rendre possible ce jour historique en se battant pour l'autonomie, y compris pour un certain nombre d'entre eux, des gens qui étaient nés dans le reste de l'Espagne. Donc la généralité n'était pas encore rétablie, l'autonomie n'était pas encore rétablie, mais il y a eu une généralité provisoire qui a été une façon de créer un pont entre le nouveau régime qui était en cours de construction et la Seconde République espagnole, puisque Josep Tarradellas tirait clairement une partie de sa légitimité de cette Seconde République espagnole. Plusieurs dirigeants catalans ont participé activement à la rédaction du projet de constitution espagnole, projet approuvé par référendum dans l'ensemble de l'Espagne en décembre 1978, et ce projet de constitution a reçu plus de suffrages favorables en Catalogne qu'à l'échelle de toute l'Espagne, puisqu'il a eu 91% de oui en Catalogne et 88,5% à l'échelle de l'Espagne. Un rappel, l'indépendantisme armé exista en Catalogne, ce n'est pas forcément très connu, mais, et c'est une singularité de la Catalogne, ces différents mouvements indépendantistes armés, donc ici sur la photo Terra Lliure, Terre libre, et il y en a eu d'autres, n'ont jamais obtenu un soutien populaire significatif en Catalogne. Ces mouvements indépendantistes armés catalans s'inspiraient en partie, notamment lorsqu'ils ont été créés, de l'indépendantisme armé basque, qui a été créé, vous le savez, clairement de TA, qui a été créé sous le franquisme, mais dont la plupart des attaques et des assassinats ont eu lieu une fois la démocratie rétablie. Donc les indépendantistes catalans tirent de ce fait réel, cette absence de soutien populaire significatif pour les mouvements armés, une image d'un mouvement pacifique par définition sur une terre, la Catalogne, qui serait elle aussi pacifique par nature. Cette vision de la Catalogne s'appuie sur certains faits, mais ne résiste pas à l'examen parce que la Catalogne a tout sauf une histoire pacifique. La Catalogne a connu, dans le cadre de la guerre civile espagnole, une guerre civile interne au camp de la gauche. Et quelques décennies plus tôt, la Catalogne a connu des heures très sombres, des heures très violentes, en particulier au début du siècle, autour des anarchistes, avec ce qu'on a appelé la semaine tragique. Donc il n'est pas vrai de dire que la Catalogne a une histoire perpétuellement pacifique. Mais de fait, les Catalans, dans leur diversité, ont montré une grande résilience face aux mouvements armés, en particulier aux attaques de l'indépendantisme basque. Je suis très au-delà du temps qui m'est imparti, je vais accélérer. Sous le franquisme, en particulier dans les dernières périodes du franquisme, à partir des années 1960, la résistance culturelle, politique et sociale au franquisme a été dirigée principalement, non pas par les nationalistes catalans, mais par un parti communiste catalan, le PSUC, qui était un parti communiste, mais qui s'appelait Parti Socialiste Unifié de Catalogne. Donc encore une fois, fer de lance de l'opposition catalane au franquisme, et qui était un des rares partis non étatiques à être inscrit à la Troisième Internationale. Ce parti s'est retiré de la compétition électorale en 1984.
4 ans après la première élection au Parlement catalan, une fois la démocratie rétablie. Et jamais il n'a été entièrement remplacé. Aujourd'hui, on peut voir une lointaine émanation de ce parti dans le parti d'Ada Colau, allié à Podemos, que Christophe Barré connaît très bien. Mais il n'y a jamais eu réellement d'équivalent, et le retrait du PSUC a bénéficié aux socialistes catalans, tout comme le retrait des démocrates chrétiens de l'UCD à l'échelle de l'Espagne a avantagé les nationalistes catalans de CiU en Catalogne. Il faut bien comprendre que l'indépendantisme catalan ne vient pas d'apparaître, loin s'en faut. L'indépendantisme catalan apparaît au plus tard, en 1898, lorsque l'Espagne perd ses dernières colonies de Cuba et des Philippines, parce que ça a créé un grand manque à gagner pour de nombreuses entreprises catalanes, et parce que différents mouvements en Catalogne y ont vu la preuve que l'Espagne défendait mal les intérêts économiques de la Catalogne, et au-delà que la Catalogne était mal défendue par l'Espagne, alors qu'à l'époque c'était la première région d'Espagne à avoir été industrialisée. Plus récemment, l'indépendantisme catalan existe bien évidemment au moment de la transition. Il ne cesse d'exister, mais c'est resté très longtemps un mouvement très minoritaire, présent dans différents partis catalans, nationalistes ou pas, présent avec d'autres aspirations et contribuant avec d'autres aspirations bien plus modérées au succès des nationalistes officiellement modérés de Convergence et Union, coalition dont le parti de Puigdemont est en partie partiellement issu. Vous avez ici, en utilisant la même échelle, la même grille de valeurs, les résultats de ce parti, resté très longtemps, de cette coalition, resté très longtemps officiellement modéré, rejetant officiellement l'indépendance, en 1980, première élection au Parlement catalan, et en 2010, qui a été la dernière élection catalane normale, c'est-à-dire la dernière élection catalane où l'indépendance n'était pas le cœur du débat. Et vous le voyez, il y a eu un grand chemin électoral parcouru entre 80 et 2010, et à vrai dire déjà entre 1980 et 1984, par ce parti qui officiellement refusait l'indépendance. Carles Jordi Pujol, président catalan de 1980 à 2003, a toujours, lorsqu'il était au pouvoir, rejeté l'option de l'indépendance. Il ne l'a finalement adoptée officiellement, et on ne sait pas ce qu'il en pensait réellement, en avril 2011, lors d'une conférence, à un moment où sa coalition obtenait des leviers de pouvoir qu'elle n'avait jamais obtenus à ce moment-là. Elle venait d'obtenir pour la toute première fois les rênes de la ville de Barcelone, et encore plus important, elle venait d'obtenir les rênes des 4 députations catalanes, y compris celle qui lui avait toujours résisté, la députation de Barcelone, donc l'autorité sur la province de Barcelone, donc sur le lieu de vie et de travail de 75% de la population catalane. Elle avait toujours obtenu les 3 autres. En 2011, elle obtient pour la première fois celle de Barcelone. Et c'est dans ce contexte électoral très favorable que M. Pujol a officiellement fait sien l'objectif de l'indépendance. Je vous l'ai dit, l'aspiration au retour de la démocratie et à la récupération de l'autonomie était indissociable d'une aspiration européenne. Et cette aspiration européenne, elle s'est traduite par un activisme très précoce et très grand, très fervent des Catalans dans la construction européenne.
les Catalans ont créé un organisme pour représenter leurs intérêts au sein des institutions européennes dès 1982, 4 ans avant l'adhésion espagnole à la CE. Bien sûr, cet organisme n'était pas encore à Bruxelles en 1982, il était à Barcelone, mais dès 1986, lorsque l'Espagne adhère, cet organisme, le Patronat catalan pour l'Europe, déménage à Bruxelles, et depuis, sans interruption, la Catalogne a été représentée comme peu de régions européennes l'ont été auprès des institutions européennes. Et si la Catalogne est devenue une référence parmi les régions européennes, une référence parmi les régions à compétences législatives, c'est en particulier parce que jamais elle n'a, jusqu'à fin 2012, importé à Bruxelles les conflits qu'elle pouvait avoir soit avec le gouvernement central, soit avec d'autres communautés autonomes d'Espagne. Et au contraire, elle a toujours joué à Bruxelles, selon l'esprit de Bruxelles, la coopération avec ces différentes instances. Et sa présence catalane à Bruxelles a été de plus en plus institutionnelle, mais avant fin 2012, jamais, au grand jamais, les dirigeants catalans n'ont dit le moindre mot d'indépendance, et ça les a aidés. Seulement, l'indépendantisme, je l'ai dit, existait, et plusieurs événements ont renforcé le mouvement en Catalogne. L'un de ces événements principaux, ça a été bien évidemment la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, et donc la recomposition de la carte de l'Europe, en partie, et c'est très important, dans des conditions pacifiques, sans nouvelle guerre. Et cette recomposition de la carte en Europe, ça a évidemment, non pas créé le mouvement indépendantiste catalan, mais ça l'a profondément renforcé. Et le parti de l'ex numéro 2 du gouvernement catalan, l'ERC, est devenu officiellement indépendantiste en 91-92, en s'inspirant clairement, explicitement des nouveaux États issus de la chute du mur de Berlin et du divorce de velours entre Tchéquie et Slovaquie. Seulement, jamais, avant fin 2012, l'indépendance ne suffisait à constituer un programme électoral. Si on voulait être élu, il fallait parler d'autre chose. On pouvait être favorable à l'indépendance et voter, par exemple, Parti populaire dans une élection législative espagnole. Ça a été le cas, comme l'indique ce tableau. Donc c'est une étude faite auprès d'électeurs catalans des élections législatives espagnoles de 2000. Donc ERC était officiellement indépendantiste. Mais vous le voyez, parmi ceux qui avaient voté Parti populaire, ils étaient seulement 13% à vouloir que la Catalogne devienne une région d'Espagne, 13%, et on aurait pu penser beaucoup plus avec l'image qu'on a aujourd'hui du Parti populaire, et ils étaient 12%, presque autant, à considérer, dans des conditions à définir et de manière totalement vague, que la Catalogne pourrait très bien devenir un État indépendant, et à souhaiter un jour s'inédier ce scénario. Et inversement, au sein des électeurs d'ERC pour cette élection, qui ne portait pas du tout sur l'indépendance, on trouvait 5% à vouloir que la Catalogne soit une région d'Espagne et 47%, moins de la majorité, à vouloir que ce soit un État, à vouloir l'indépendance, là encore, s'inédier sans que ça porte à conséquence. Reste qu'il fallait de temps en temps rappeler quand même que ce parti était attaché à l'indépendance, même si ça n'entrait pas réellement dans les campagnes électorales. En 2008, pour les élections législatives espagnoles, ERC avait utilisé un clip assez court de 30 secondes, disant très simplement, à la fin de ce spot, 30 secondes de moins nous sépareront de l'indépendance. Indépendance encore sans date. Parmi ces événements qui ont renforcé l'indépendantisme, il y a eu évidemment la sanction partielle contre
la réforme du statut catalan 4 ans après son adoption par le tribunal constitutionnel espagnol. Donc sur plus de 200 articles, le tribunal constitutionnel espagnol a finalement censuré 14 d'entre eux et réinterprété une vingtaine d'autres, mais les 14 étaient des articles centraux de ce nouveau statut d'autonomie catalan. Et dès le lendemain de cet arrêt, de cette décision, le 10 juillet 2010, il y a eu une très grande manifestation à Barcelone pour réclamer le droit de décider qui s'est progressivement substitué au droit à l'autodétermination qui a été auparavant revendiqué par les indépendantistes. Ces indépendantistes s'appuient non pas seulement sur des partis politiques qui, vous le voyez, n'ont pour la plupart revendiqué que tardivement l'indépendance, mais aussi sur un certain nombre d'associations qui peuvent diffuser le message indépendantiste ailleurs que dans les zones où habituellement on vote pour des partis nationalistes. Sur cette carte, les aplats de couleurs correspondent aux référendums locaux associatifs sans valeur légale sur l'indépendance qui ont eu lieu dans plus de 500 municipalités catalanes, 500 sur 948, entre 2009 et 2011. Certains jouaient le jeu en votant non, mais enfin, le oui l'emportait à 80-90%. Donc, plus le canton, la comarque est sombre sur cette carte, plus les référendums locaux ont été fréquents. Et les cercles orange et blanc correspondent aux circonscriptions où les nationalistes ont obtenu plus de 25% des inscrits à chaque élection entre 1984 et 2012. Donc, les bastions absolus. Et vous le voyez, si les deux indicateurs, les référendums en aplat de couleur et la fidélité à CIU avec les cercles correspondent souvent, ils ne correspondent pas entièrement, et notamment dans la province de Barcelone et en partie dans celle de Gérone. Vous le voyez qu'on a fait beaucoup de référendums dans des endroits où le vote pour les partis nationalistes n'est habituellement pas très élevé. Donc l'indépendantisme a vraiment besoin des associations pour s'étendre. Ces partis, qu'ils soient indépendantistes ou pas, ont pour la plupart compté des indépendantistes, y compris le parti le PSUC, y compris le parti des socialistes de Catalogne. Mais vous le voyez, ces partis ont souvent connu des fortunes diverses et des oscillations profondes de leur vote. Et aujourd'hui, les partis nationalistes, les partis qui prônent aujourd'hui l'indépendance, s'appuient sur la baisse sur le retrait de grandes forces politiques catalanes. Donc hier, sur la baisse du PSUC, la disparition du PSUC, et plus récemment sur la très forte baisse des socialistes catalans, qui ont longtemps pourtant été la deuxième force politique catalane, celle qui gouvernait systématiquement les grandes villes et qui gagnait systématiquement les élections législatives espagnoles en Catalogne. Les élections du 21 décembre prochain pourraient encore rebattre les cartes, puisque pour la première fois, le parti de M. Puigdemont va se présenter seul à une élection. Alors, le grand tournant, ça a été la manifestation du 11 septembre 2012, parce que pour la première fois, le message indépendantiste a été majoritaire dans le cortège. Les nationalistes, jusque-là, ou jusqu'à récemment modérés de CIU, en particulier le président d'alors, Artur Mas, a vu dans cette manifestation un plébiscite, à tort, parce que personne n'avait anticipé l'ampleur du succès de cette manifestation, et surtout parce que cette manifestation était aussi adressée comme une dénonciation
des mesures d'austérité, qu'elles viennent du gouvernement catalan ou du gouvernement espagnol. Mais dès le lendemain, il y a eu, dans toutes les sphères de la vie sociale, un matraquage, une affirmation très forte selon laquelle la Catalogne venait d'entrer dans un processus historique qui l'amènerait inéluctablement vers l'indépendance. Alors que, jusqu'à très récemment, c'était une option politique parmi d'autres, sans conséquence et sans présence dans une élection catalane. Et fin novembre 2012, il y a eu la première élection portant principalement sur l'indépendance catalane. Bon, j'avance un petit peu sur la force de mobilisation des indépendantistes catalans, que ce soit les partis politiques ou les associations. Encore une fois, très complémentaires. En 2012, lors de cette première élection portant sur l'indépendance, les nationalistes jusque-là modérés se sont retrouvés moins hégémoniques en Catalogne. Ils se sont renforcés dans ce qu'on peut appeler l'arc nationaliste. Oui, je suis décidément très long. Donnez-moi la poulie sur votre plancher. Oui, excusez-moi. De l'autre extrémité. Donc, ils se sont renforcés dans la zone la plus nationaliste, dans la Catalogne intérieure, celle où on parle le plus catalan, la moins peuplée aussi en Catalogne, mais ils ont perdu du terrain dans des zones où ils avaient profité de la chute progressive des socialistes catalans. Enfin et surtout, il y a eu le référendum écossais. Ce référendum écossais, il reste de loin la référence des indépendantistes du monde entier, y compris des indépendantistes catalans qui ne sont pas les plus proches du pouvoir. Ça reste clairement l'image de référence des indépendantistes corses. Monsieur Jean-Guy Talamoni, sans le dire, en réagissant à la déclaration d'indépendance catalane, a dessiné le modèle du référendum écossais. Pour plusieurs raisons. Bien sûr, une évidente, les deux gouvernements, le gouvernement de Londres et Édimbourg s'étaient engagés à respecter l'issue du référendum, quelle qu'elle soit. C'était un processus pacifique, c'était un processus vérifié, et c'était un processus mûr et débattu. En Écosse, et c'est aussi pour ça que c'est une référence, on a énormément débattu du contenu de l'indépendance. Lors de la campagne pour le référendum, il y a eu des débats dans des contextes extrêmement différents, des paroisses, des associations de quartier, des partis politiques, des universités. Chaque citoyen écossais, puisqu'il fallait résider en Écosse pour pouvoir voter le 18 septembre 2014, a pu vraiment débattre de façon contradictoire, de façon ouverte, du contenu de cette indépendance écossaise. Ça n'a jamais été le cas en Catalogne. Pas plus que pour valider le vote du 1er octobre 2017, il y a eu la fixation d'une participation minimale pour valider le vote ou d'un seuil minimal de oui pour que la victoire de l'indépendance puisse être considérée comme incontestable. Les dirigeants catalans auraient pu faire ça, ils ne l'ont pas fait. Enfin, il y a eu la consultation non référendaire du 9 novembre 2014 avec 2,34 millions de voix. Ce vote a été interdit par la justice espagnole, mais cette fois, il n'y a eu
aucune intervention de la police, qu'elle soit espagnole ou catalane. Et lorsque l'on regarde les lieux où l'on a non seulement voté oui, parce que la plupart des circonscriptions ont voté oui, mais où la mobilisation a été la plus forte, on retrouve dans une large part les bastions de Seyou, les lieux les plus favorables et anciens au mouvement indépendantiste. Mais le vote du 27 septembre 2015, et je vais me rapprocher de la période actuelle, était censé, puisque en 2014, ce vote était sans valeur légale et avait été interdit par la justice espagnole. L'élection anticipée déjà du 27 septembre 2015 pour reformer le Parlement catalan a été annoncée par le président Artur Mas comme le vrai référendum sur l'indépendance. Et ça a été effectivement un scrutin historique, mais pas forcément dans le sens d'Artur Mas, bien au contraire. Il a été historique ce scrutin du 27 septembre 2015, et c'est très exactement l'objectif de Mariano Rajoy aujourd'hui, lorsqu'il a convoqué ces élections pour le 21 décembre prochain. L'objectif, et donc ce pourquoi en 2015 c'était un scrutin historique, c'est la participation. Jamais on n'avait autant mobilisé les électeurs pour un scrutin catalan. On a atteint 77,44% des inscrits, et la hausse de la participation est sensible quelle que soit l'échelle considérée, en particulier dans les quartiers les plus populaires de Barcelone, ceux dans lesquels habituellement on vote aux élections qui concernent toute l'Espagne, les législatives espagnoles, les municipales, parfois dans une moindre mesure les élections européennes, mais où l'on s'abstient aux élections catalanes, faute de se considérer comme suffisamment catalan. Et dans ces quartiers les plus populaires de Barcelone, il y a un certain nombre d'habitants qui sont originaires du reste de l'Espagne, mais que ça n'empêche pas de se sentir, en dehors de l'élection, tout à fait catalan. Donc 77,44% des inscrits et 4,11 millions d'électeurs. La participation à la consultation non référendaire avait rassemblé 2,34 millions de personnes, et le référendum, certes entaché par la violence du 1er octobre 2017, a réuni un peu moins de 3 millions de personnes d'après la généralité de Catalogne. Donc l'indépendance concerne tout le monde, et il y a eu déjà, dès cette époque, dès 2015, une mobilisation des électeurs contre l'indépendance. Côté indépendantiste, il n'y avait non pas une seule liste, mais deux listes explicitement indépendantistes, derrière deux partis, Ensemble pour le oui, et aussi la coupe, dont vous le voyez, les principaux scores, les meilleurs scores ne coïncident pas, autrement dit, ils s'adressent à différents électeurs, même si les deux prônent l'indépendance. Et puis, il y a une nouvelle concurrence électorale, celle de Podemos et de ses alliés, de son allié catalan, à savoir Ada Colau, qui depuis mars 2015 est maire de Barcelone. Aujourd'hui, Podemos est la troisième force du Congrès des députés espagnol. Le parti vise à prendre le pouvoir en Espagne en 2020. Et son allié, Ada Colau, a donc gagné non seulement la mairie de Barcelone en 2015, mais les législatives espagnoles en Catalogne fin 2015 et à l'été 2016. Officiellement, Podemos soutient le référendum catalan avec l'idée de renverser la table en Espagne, parce que le parti ne reconnaît pas les institutions issues de la transition. Ada Colau a eu un discours très fluctuant sur l'indépendance à titre personnel, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle ne doit pas à la revendication de l'indépendance l'essentiel de ses succès électoraux. Sinon, il y avait des partis explicitement indépendantistes que les électeurs auraient pu choisir.
Et de fait, les mêmes électeurs des districts populaires de Barcelone ont pu voter contre l'indépendance le 27 septembre 2015 avec Ciudadanos, puis contre l'austérité lors des élections législatives espagnoles de 2015 et 2016 en votant cette fois En Comú Podem, donc Ensemble Nous Pouvons, le parti créé spécialement par Ada Colau pour se présenter aux législatives espagnoles. Et c'est ce que montre cette carte, cette possibilité sur un temps très court pour les mêmes électeurs de voter différemment dans deux élections avec un enjeu très différent. Et Podemos, on en parlait avec Christophe à l'instant, espère que l'élection du 21 décembre 2017 ne portera pas exclusivement sur l'indépendance, parce que si c'est le cas, Podemos, l'allié, ne serait pas en bonne position. Bon, je termine avec donc l'idée que pour la première fois, les indépendantistes vont tous se présenter en ordre dispersé et c'est ça qui est une première, le parti de Puigdemont va se présenter seul, ça ne lui est jamais arrivé. En revanche, c'est arrivé, c'est ce que fait habituellement ERC, qui est en croissance électorale ces dernières années et espère bien présider seul la Catalogne. Et puis, la CUP, troisième parti indépendantiste, va, comme d'habitude, se présenter seul. Mais surtout, et vous m'excuserez d'avoir très peu parlé des événements les plus récents, en conclusion, je dirais que la suite est ouverte, elle n'est absolument pas écrite, et cette suite, elle repose sur les citoyens de Catalogne qui restent très divers idéologiquement, politiquement et socialement. Et ces deux photos le montrent aussi, montrent la résilience des citoyens catalans. La première photo, celle-ci, elle doit vous être familière parce que vous l'avez beaucoup vue, c'est l'une des photos de la manifestation pour les victimes des attentats de Barcelone et Cambrils, manifestation qui s'est tenue le 26 octobre 2017 à Barcelone. Cette manifestation a été filmée par de très nombreux médias internationaux. Et comme vous le voyez, les premiers rangs ont vu un certain nombre de drapeaux indépendantistes catalans présents. Au cours de cette manifestation, le roi Philippe VI, le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, ont été sifflés par une partie, seulement une partie des manifestants. Mais la veille, à Cambrils, il y a eu une autre manifestation d'hommage aux victimes de ces attentats. Pour cette manifestation à Cambrils, il n'y avait pas de caméras des médias internationaux. Et ce qu'il n'y a pas eu non plus, c'est de la moindre bannière indépendantiste catalane, le moindre drapeau, quel qu'il soit, la moindre bannière partisane. Il y a eu seulement l'hommage de citoyens catalans à d'autres citoyens, à l'image réellement de la très grande solidarité qui a existé entre citoyens face à ces attentats. Je vous remercie beaucoup.